Abdoulaye Der. Vous recevez ce soir le docteur Cheikh Gueye pour parler d'un débat d'actualité avec le rapport alternatif sur l'Afrique. C'est à vous. Merci beaucoup, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Vous l'avez bien dit, nous recevons avec beaucoup de plaisir le docteur Cheikh Gueye de Enda Tiers-Monde. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Pape. Avec Barthélémy Ngom, donc pour vous interroger sur le rapport alternatif sur l'Afrique, le RASA, réalité et enjeux. Le rapport est sorti hier. Oui. Il y a une coïncidence avec la journée de l'Afrique? Jour symbolique que nous avons choisi depuis très longtemps pour le lancement. Parce qu'il nous semble que, étant donné le caractère particulier du rapport, on veut que ce soit un rapport par l'Afrique et pour l'Afrique. Et surtout dans une vision un peu panafricaine, il nous semblait important que le rapport sorte le jour où on célèbre l'Afrique, on célèbre l'unité de l'Afrique. C'était pour nous très, très important de marquer ce moment. Mais c'était aussi important de le sortir maintenant parce que nous sortons un tout petit peu d'une crise sanitaire très lourde et suivie d'une crise financière et économique qui a été une opportunité pour beaucoup d'intellectuels, notamment tous ceux qui ont initié ce rapport et les institutions de renommée mondiale qui l'ont initié, de reposer l'analyse sur l'Afrique, mais sous le prisme de la souveraineté. Justement, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport et c'est quoi ce rapport? Alors, ce rapport, c'est une initiative de plusieurs institutions, Enda Tiers-Monde, d'abord, qui en assure le secrétariat permanent, mais aussi le CODESRIA, Trust Africa, Lex Africa et beaucoup d'autres institutions africaines. L'idée, c'est de travailler sur les rapports. Comme vous le savez, il y a une cinquantaine de rapports qui sortent sur l'Afrique chaque année par des institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI, la BAD, les banques. Et la plupart de ces rapports présentent une Afrique sur la base d'une vision et d'une orientation épistémologique et idéologique qui veulent que l'Afrique s'insère dans l'économie mondiale, dans la mondialisation. Et on juge tout le temps nos États, mais aussi nos économies, dans leur niveau d'insertion dans le système économique international. Ce que nous, on essaie de faire, c'est d'interroger les sociétés. C'est pour ça qu'on dit les sociétés africaines face à la mondialisation. Comment nos sociétés se comportent? Qu'est-ce qui est important pour nos sociétés? Et surtout, qu'est-ce qui les différencie des autres sociétés? Donc, ce qui est important pour nous, ce n'est pas ce que l'on compte pour nous, le produit intérieur brut, combien on a produit, mais ce qui compte pour nous. Il y a une nuance, et pour nous, la nuance, elle est très importante. Donc, aujourd'hui... Par exemple, le rapport au travail, quand vous dites oui, entre nous et les Occidentaux, par exemple. Voilà, il y a une vraie différence. Il y a une manière de mesurer le taux de chômage. Voilà, il faut être un employé salarié. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, on peut avoir une occupation journalière, se nourrir sa famille, s'occuper de sa vie. Le secteur informel, par exemple, c'est un secteur qui repose beaucoup sur cela, sur la créativité, sur le relationnel. Et il faut donc s'appuyer sur ces réalités-là pour réinventer les concepts et les indicateurs à partir desquels nos pays sont mesurés. Mais quand on le prend à l'échelle de l'Afrique, on interroge aussi les priorités qui souvent sortent dans les rapports. En général, on est mesuré sur la base d'un économisme très accentué. On parle d'économie uniquement. Alors que chez nous, peut-être que l'économie c'est important, mais il y a aussi d'autres choses importantes. Par exemple, nous, on met beaucoup en avant la culture. Pas seulement les secteurs culturels, les acteurs culturels, mais la culture même. Quelle est la culture qui nous fait nous habiller, par exemple, comme cela, nous fait manger comme ceci, nous fait nous comporter comme cela, et qui nous différencie des autres, de l'asiatique. Ce que nous avons. Ce que nous avons, ce que nous sommes. D'accord. Et ça, pour nous, ça ne se reflète pas souvent dans les rapports Banque mondiale, FMI, Doing Business, etc., qui sortent sur l'Afrique. Et nous l'analysons aussi sous le prisme de la souveraineté. Parce que pour nous, désormais, tous nos pays, comme le continent en général, doit
tout le temps se mesurer sur la base des gains de souveraineté qu'il fait. Alors, aujourd'hui, le rapport vise en tout cas à mesurer les progrès en Afrique et à rendre visibles les dynamiques de mutation. Justement, est-ce que l'Afrique est sur une bonne dynamique de mutation? L'Afrique, déjà, elle est très diverse. Il faut voir l'Afrique comme l'un des plus grands continents, avec une très grande diversité. Il y a l'Afrique anglophone, il y a l'Afrique du Nord. Donc c'est très difficile de parler d'un point de vue conceptuel d'une Afrique. Maintenant, selon les différentes régions du continent, il y a des dynamiques différenciées. Sans doute que dans un monde anglophone moins assimilé que nous, où il ne se pose pas des problèmes de souveraineté monétaire, par exemple. Il y a des régions qui se comportent mieux que certaines autres. Donc c'est très complexe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle vague. C'est ce que nous ressentons, qui émerge dans les sociétés africaines, de plus en plus conscientes, de plus en plus branchées. On a parlé aussi de souveraineté numérique dans le rapport. Et ces dynamiques-là doivent être comprises, analysées et surtout soutenues pour que nous puissions nous appuyer sur ce qui marche chez nous pour progresser. Et non pas tout le temps nous apitoyer sur les choses qui ne marchent pas. Parce que sur tous les continents, il y a des choses qui ne marchent pas. Donc c'est cette vision positive-là de l'Afrique. La souveraineté africaine aussi souffre de plusieurs insuffisances. Là, effectivement, nous avons beaucoup de chemin encore à faire. C'est pour cela que je vais parler de vos pieux. Vous avez dit dans un chapitre, vous dites difficile mais prometteuse. Voilà. Pour nous, c'est une quête difficile. Parce que nous avons encore... nous évoluons dans un système international très hégémonique qui regarde encore l'Afrique avec aplomb, peut-être avec envie surtout d'exploiter nos ressources. Donc, et ça dure depuis des siècles. Ça prend plusieurs formes. Mais maintenant, je pense qu'il y a une nouvelle conscience quand même qui émerge, que ce rapport de domination doit changer. Et c'est de plus en plus approprié par les nouvelles générations. Par les nouvelles générations déjà de chefs d'État, on le voit à travers les évolutions récentes de l'Union africaine, le passeport africain, une vision minière commune, un projet de monnaie unique, et beaucoup d'autres projets de ce type, comme la ZLECAf, etc. Pour nous, ce sont des signes que les choses sont en train de changer de génération en génération. Et là, actuellement, il y a même comme une sorte de retour en arrière, c'est-à-dire de recours au passé. Une régénérescence des dynamiques et des ambitions, disons, autocentrées du début de nos indépendances. Au début de nos indépendances, nous avions les Nkrumah, les grands chefs d'État qui nous avaient aidés à gagner notre indépendance. Ils avaient une vision commune de l'Afrique, panafricaniste, ils avaient une vision. Donc ces idées-là sont en train de revenir sur la table et sont de plus en plus appropriées par les nouvelles générations. C'est ce que nous observons un peu partout en Afrique. D'accord, il y a une bonne dynamique, mais est-ce que vous ne craignez pas que cette crise sanitaire vienne plomber toutes ces initiatives-là? Parce qu'on l'a vu avec... Nous sommes impactés, c'est clair. Mais sans doute autant ou bien moins que les autres. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous sommes sur une fenêtre d'opportunité pour repenser notre continent et, disons, gagner, nous décomplexer déjà par rapport aux autres. Vous savez, durant la Deuxième Guerre mondiale, l'un des éléments clés qui ont permis à nos pays de gagner l'indépendance par la suite, c'est que beaucoup de nos grands-pères sont allés faire la guerre en Europe. Et ils se sont beaucoup décomplexés durant cette période. Et on rentre dans une situation du même type, où même la notion de puissance est en train de changer. Et il n'y a plus de superpuissance, ou en tout cas, il y en a de plus en plus. Et donc ça permet de remettre en question ces notions de puissance-là. Et aussi à l'Afrique
de se donner une vision de sa propre puissance. Ce serait quoi la puissance de l'Afrique? Sur quoi elle serait basée? Et de nous mesurer par rapport à la marche que nous devons faire pour arriver à... Mais est-ce que réellement les Africains mesurent un peu cette puissance de l'Afrique, si l'on sait que la dépendance africaine est encore là? On ne peut pas le nier. On a vu ce qui s'est passé récemment avec Paris, le sommet de Paris. Le sommet économique. Le sommet démontre encore une fois à la fois deux choses. À la fois qu'effectivement, c'est une confirmation que nous sommes encore dans une logique de dépendance. Que nous soyons obligés même d'aller à Paris, tenir le sommet, comme tout le monde l'a rappelé, mais d'écouter le chef d'État français qui est à la limite, qui parle se fait à toute avocat, l'Afrique, qui se fait avocat des pays africains, ou même le papa de toute l'Afrique pour nous défendre. Ça, c'est du point de vue de l'image, c'était pas bien. Dans le même temps, dans les discours, on voit quand même que nos chefs d'État sont de plus en plus audacieux dans la remise en question du système tel qu'il fonctionne. Je pense que en tout cas, notre président, nous, a été par exemple peut-être le plus... avec des discours un peu... Voilà, un peu plus solides que ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Parce qu'à l'époque, quand tu tenais des discours comme ça, le soir, tu craignais un coup d'État. Donc ça aussi, c'est un vrai problème. Et donc, il me semble que nous avons une démarche à consolider de ce point de vue-là. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle conquête de la souveraineté de l'Afrique qui redevient une fenêtre ouverte et qu'il faut continuer à enfoncer. Alors cette conquête passe vraisemblablement par une souveraineté monétaire, économique et le rapport, qu'est-ce qu'il dit de ça? Alors le rapport convoque 6 domaines de souveraineté. La souveraineté économique, d'abord. Pour nous, elle est très importante. Elle passe par la reconquête d'une souveraineté alimentaire très forte, par des réformes que presque tous les pays africains pourraient partager. Donc un contrôle plus important sur nos terres, les plus fertiles, qui sont en train d'être accaparées de partout. Je le vois tout le temps dans Giancarlo, vous y revenez. Exact. On parle de prix plus rémunérateurs pour les agriculteurs, on parle d'une agriculture plus écologique. Tout ça, ce sont des éléments qui peuvent permettre, avec l'agriculture familiale, d'avoir disons, souveraineté alimentaire plus importante. Un vrai système industriel qui, disons, s'articule à cette souveraineté alimentaire. Avec donc l'agroalimentaire, le textile, nous pensons qu'il y a des secteurs très porteurs qui peuvent permettre de répondre aux besoins des Africains, donc de satisfaire déjà les marchés locaux et de ne pas tout le temps penser à l'étranger pour exporter nos produits. La souveraineté monétaire, c'est quelque chose qui est actuellement beaucoup débattu, même encore aujourd'hui le sommet à Lomé en a parlé. Pour nous, c'est un domaine très important qui a une dimension politique d'abord et symbolique très importante, au-delà des aspects techniques. Tout le monde peut avoir un avis. Est-ce que c'est mieux d'avoir une stabilité monétaire ou bien il faut l'arrimer à un panier de monnaies différentes ou en tout cas avoir nos propres monnaies nationales pour être capable de mobiliser dans notre propre monnaie beaucoup plus d'argent que ce qu'on est capable de mobiliser, au lieu d'emprunter. Voilà. Tout ce débat-là revient et est débattu un peu partout, et c'est ça dont nous rendons compte. Parce que on sort de longues années d'ajustements structurels, des OMD, d'agendas qu'on a dessinés pour nous. Et aujourd'hui, il faut redessiner notre propre agenda. Et pour moi, c'est très important qu'un rapport comme celui-ci puisse permettre pour tous les Africains de nous mesurer, les pas que nous franchissons dans le domaine de la souveraineté. D'accord. Alors, et au-delà de la souveraineté économique, la souveraineté monétaire, il y a aussi la souveraineté culturelle, je l'ai dit tout à l'heure. Je suis dans la bonne maison pour en parler, parce qu'effectivement, Youssou N'Dour constitue une icône de cela. Parce que pour nous, quand on se base sur la culture, avant tout pour se développer,
là, l'Afrique est le continent qu'il faut mettre en avant. Parce que nous avons une culture très puissante qui influence nos manières de vivre, qui influence nos manières de produire, nos manières de consommer. Il faut mettre la culture en avant. Pour nous, c'est très important. La souveraineté numérique, voilà un domaine dans lequel aussi nous partons de très loin. Nous ne contrôlons rien, même si nous sommes très insérés dans les réseaux sociaux, dans les trucs, mais sur notre sécurité, que ce soit d'ailleurs sur le numérique comme dans d'autres domaines, on peut le voir sur les conflits qui nous entourent, c'est la même chose. Nous sommes encore très dépendants des autres pour notre sécurité, que ce soit la sécurité numérique ou la sécurité politique ou la sécurité du point de vue de la défense. D'accord. Souvent, nos rapports aussi sont abordés à l'aune des Occidentaux. La place de la Chine en Afrique, vous l'avez également abordé dans le rapport. Oui, le professeur El Hadj Mounirou Ndiaye, qui était là il y a quelques jours, il a fait une excellente contribution de ce point de vue-là. Pour nous, la Chine, même si elle nous est proche du point de vue de certains éléments idéologiques, et si nous voulons un peu lui ressembler, la coopération que nous avons avec elle est une coopération dévastatrice pour le moment. Elle est là pour prendre nos ressources, pour nous proposer la même chose que les autres, c'est-à-dire des partenariats publics-privés qui continuent à nous endetter et dont elle est la plus grande bénéficiaire. Donc de ce point de vue-là, il faut aussi ne pas avoir de complexe. D'avoir une coopération d'égal à égal avec elle. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Ça a été le cas dans les années 70, dans les années 80, parce que la Chine nous ressemblait un peu, et elle était majoritairement pauvre et tout ça. Actuellement, elle fait partie aussi des pays qui nous écrasent. D'accord. Alors, Monsieur Gueye, on constate que le rapport intervient justement dans un contexte où la démocratie est mise à rude épreuve dans plusieurs pays en Afrique, sur le continent. La corruption, justement, est en train de gangréner les économies africaines, sans compter maintenant les guerres et autres conflits notés ça et là. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce contexte-là, l'Afrique ou même les Africains peuvent prendre leur destin en main? Oui, je crois que nous vivons effectivement des situations diverses. Il y a des zones en Afrique où peut-être que la situation est meilleure que ce qu'on connaît actuellement en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, on est passé d'une zone qui était la moins conflictuelle du monde dans les années 70, dans les années 80. Et c'était bâti sur un lit culturel très solide. Donc nous avons une même ère culturelle. Donc nous avons la parenté, une historicité très importante des métissages qui faisaient que dans cette région, il y avait vraiment, c'était une région de paix. Il y avait ce qu'on appelait aussi des triangles de métissage. Nous en avons étudié certaines dans le passé. Actuellement, c'est même dans ces zones, le Liptako-Gourma, certaines zones transfrontalières où il y a le plus de conflits. Et ça, il faut l'interroger sous peut-être deux angles. Est-ce que c'est l'appauvrissement des populations sur laquelle s'est greffée une sorte de radicalisation, ou bien c'est un radicalisme islamique qui est en fait à l'origine de ces nouvelles conflictualités. Pour nous, c'est un mélange des deux. Mais globalement, ça perturbe toute la sous-région. Les différents, que ce soit le Tchad, que ce soit le Mali, que ce soit d'autres pays, il y a une situation d'instabilité. Et ça, c'est vraiment dommage parce que nous avons encore, quand on descend au niveau local, des populations qui ne doivent pas être en conflit. Donc, il faut situer où se trouvent les conflits, sans doute dans les périphéries de nos États. C'est d'ailleurs peut-être dans cette période une chance d'avoir un petit pays où l'État peut contrôler, où il peut amener les services. Et je salue le programme Puma par exemple, parce qu'on s'occupe désormais des frontières, des zones frontalières, où les gens ne se sentaient plus très proches des centres. Donc il y a beaucoup de corrections à faire de ce point de vue-là. Sans doute
que pendant très longtemps, avec les contraintes physiques, écologiques, le climat qui s'est détérioré, on ne s'est pas assez occupé des populations. Et ces radicalités-là ont été alimentées par la pauvreté et la précarité. Ce n'est pas le cas partout en Afrique. Mais quand même, on a du progrès à faire globalement. Et pour moi, ça doit avant tout se régler d'un point de vue continental. Il faut qu'on ait une approche continentale de toutes ces questions. Si chaque pays doit se débrouiller en rapport avec ses propres moyens, en rapport avec sa puissance, son ancienne puissance coloniale, avec tout ça, ça nous fragilise globalement. Il faut que l'Afrique apprenne à prendre ensemble, collectivement, sa sécurité en main. Et c'est ça que nous préconisons. J'avais une dernière question. Il y a aussi ce que je pourrais appeler, en tout cas, une désarticulation des politiques, projets et programmes publics, bien sûr, qui ne tiennent pas souvent en compte les réalités ou les spécificités même des terroirs. Oui, pour nous, il y a un vrai hiatus entre la manière dont on élabore nos politiques et les réalités. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans tous nos secteurs économiques, il y a toujours ce hiatus-là. Et on le voit d'ailleurs, il y a beaucoup de contestations. Tous vos reportages, c'est des gens qui mettent des brassards rouges parce que il y a toujours un décalage entre les politiques, leur pertinence et la réalité que les populations vivent. Il faut rapprocher les deux. Et pour nous, il faut réinventer la relation, en tout cas la manière d'élaborer nos politiques publiques, en s'appuyant beaucoup plus sur les acteurs, pour que justement les politiques publiques soient mieux élaborées et qu'elles puissent répondre aux besoins des populations. Alors Barthélémy, merci beaucoup. Merci. Nous allons remercier le docteur Cheikh Gueye pour le rapport alternatif sur l'Afrique, RAZA. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent également du RAZA. Merci de l'invitation. Merci à vous également de nous avoir reçus chez vous. Bonsoir.